7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et avant cela, on commence avec un grand angle, une annonce de François Bousquet, notre partenaire du mercredi. Bonjour François Bousquet. Bonjour Liselotte. Alors dites-nous. Ravi de vous retrouver. Une annonce qui concerne directement notre invité du jour, Nicolas Battini, et son livre dont on va parler, Le Sursaut Corse, aux éditions de l'Artilleur. Eh bien, vous pourrez rencontrer l'auteur, Nicolas Battini, ce samedi, le samedi 18 mai, de 15h à 18h à la Nouvelle Librairie, ou 11 rue de Médicis. L'auteur dédicacera son livre, vous accueillera et parlera avec vous. Profitez-en, ce sont malheureusement les derniers jours, puisque la librairie fermera à la fin du mois de mai, les derniers jours pour venir nous voir et nous saluer. Écoutez, merci beaucoup. Et puis pour vous donner envie d'aller à cette dédicace, chers auditeurs, on en parle dans un instant avec l'auteur lui-même. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors nous le disions, il y a quelques semaines, nous recevions Nicolas Battini pour parler de l'île de Beauté, ambition indépendantiste, enjeux identitaires, crise migratoire, insécurité, histoire, patrimoine, tous les sujets étaient passés en revue pour nous donner une vision globale de la situation corse. Aujourd'hui, Nicolas Battini nous fait l'honneur de revenir sur notre antenne pour présenter son dernier livre, Le Sursaut Corse, l'identité plutôt que l'indépendance, une sorte de manifeste qui tente d'ouvrir une nouvelle voie pour la Corse. Nicolas Battini, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer pourquoi avoir voulu commettre un tel ouvrage ? Eh bien écoutez, la motivation principale qui m'a poussé à rédiger un tel ouvrage, évidemment, la volonté de tirer le bilan, en quelque sorte, sur 15 ans de militantisme. J'ai aujourd'hui un peu plus de 30 ans et je suis militant nationaliste depuis mes 15 ans. Et je souhaitais témoigner de l'évolution doctrinale, pour ne pas dire idéologique, qui a été la mienne au sein du nationalisme corse, en ce qu'elle correspond non pas seulement au parcours qu'est le mien, mais également, je crois, à une lame de fond qui va tendre dans les années qui viennent, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, à recomposer les rapports de force politique en Corse et évidemment à redéfinir ce qu'est le nationalisme corse. Alors, quelle est-elle, cette lame de fond que vous venez d'évoquer ? Eh bien, c'est précisément la volonté tout à fait massive qui existe aujourd'hui dans le milieu nationaliste, mais aussi au-delà du simple milieu militant, dans l'opinion publique corse, eh bien, de doter notre île d'un nationalisme qui prend en compte les grandes questions de notre temps, chose que ne fait pas le nationalisme corse issu des années 70. Et lorsque je parle des grandes questions de notre temps, je pense évidemment à la question du wokisme et au choc des civilisations qui aujourd'hui apparaît tout à fait évident aux yeux d'une bonne partie des Corses. François Bousquet. Bonjour Nicolas Battini. Bonjour François. J'ai pris un grand plaisir à vous lire parce que les livres écrits par les hommes politiques sont en général des pensums qui tirent à la ligne et qui font bâiller. Les lire est une purge, c'est mon métier. En parler une corvée, c'est aussi mon métier. Ce qui n'est pas le cas du sursaut corse. Alors, ce qui vous anime, Nicolas Battini, c'est, je vous cite, le sentiment profond, mais on l'a senti, le sentiment profond d'appartenir à une communauté humaine en passe de disparaître. Les mots sont lourds, en passe de disparaître, d'où le titre de votre livre, Le Sursaut Corse. Alors, est-ce que c'est le sursaut ou la mort pour les Corses ? Eh bien, écoutez, c'est précisément le sursaut qui doit éviter cette mort que nous craignons tous, mais qui en effet n'est pas une vue de l'esprit. Ce que vous savez, sur une population de 350 000 habitants, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 200 000 autochtones. Et évidemment, au-delà de la question migratoire, il s'agit d'évoquer les grands mots qui touchent la Corse comme le reste d'Occident, notamment l'hiver démographique, qui, je pense, est l'un des enjeux majeurs de la génération qui est la mienne. Mais merci pour ces compliments et pour cet éloge. Mais dans tous les cas, je pense que ce qui me différencie principalement d'un certain nombre d'acteurs politiques, c'est que pour ce qui me concerne, je ne suis pas tant un politicien qu'un militant. Et je dois dire que ma prise de parole et ce que je mène aujourd'hui de démarches politiques en Corse et qui suscite localement un certain nombre de polémiques extrêmement vives, mais qui même aujourd'hui structurent depuis quasiment un an une grande partie du débat public en Corse, tient simplement au fait que le nationalisme, globalement, est coupable d'un certain nombre de défaillances. Je pense que dans d'autres circonstances, un militant comme je le suis, un militant de la base, n'aurait pas eu vocation à mener la fronde que nous menons actuellement. Parce qu'en Corse, comme sur le continent, il y a une faillite des élites, assurément. Est-ce qu'on peut dire néanmoins un petit mot sur votre parcours? Parce que certains de nos auditeurs vous connaissent, vous êtes intervenu déjà sur les ondes de Radio Courtoisie, mais nous rappeler, vous êtes très jeune, vous avez 30 ans, mais vous avez fait
quasiment 6 ans de prison. Dans quelles circonstances vous avez été conduit à faire de la prison? Comment ça s'est passé en prison? Est-ce que c'est la prison qui a été pour vous le grand éveil, hein, ou le grand réveil, hein, à une politique sans faux semblant qui était celle du nationalisme corse jusque-là? Oui, absolument. Alors, j'ai été incarcéré très tôt, hein, je dirais quasiment à la genèse de mon engagement politique qui commence à 15 ans. J'étais incarcéré à 19 ans pour des faits de violence politique que j'assume totalement, en tout cas que j'assume d'un point de vue philosophique et conceptuel pour ce qui concerne le contexte dans lequel ils ont été commis donc il y a plus d'une dizaine d'années, qui en effet procédait d'une logique qui était celle du nationalisme corse, considérer que tous les moyens étaient bons pour empêcher la disparition du peuple corse. Vous voyez que cette thématique n'est pas nouvelle, nous ne faisons que évidemment que la valider, mais nous voulons l'adapter, en tout cas la poser contextuellement dans le monde qui est le nôtre. Et je m'explique, c'est précisément ce que j'ai compris lorsque j'ai été incarcéré. J'ai pu toucher du doigt et constater l'état démographique d'une partie des secteurs de la société française. Il est évident que la question arabo-musulmane, dans un village comme le mien de 30 habitants, au taux d'autochtonie maximale, qui est peuplé par des gens qui habitent dans le même village que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et ce depuis des siècles, ne saute pas aux yeux. Mais il est évident que la cohabitation avec un certain nombre de populations et le constat qui a été le mien d'un véritable enjeu civilisationnel m'a poussé notamment à partir d'un certain nombre d'événements tels que les massacres du Bataclan que j'ai vécu dans un établissement carcéral dont quasiment la moitié de la population applaudissait ou tambourinait aux portes de leurs cellules comme les soirs de victoire du PSG, ou même un attentat islamiste que j'ai pu vivre lors de la dernière phase de ma détention en Corse, mené par un arabo-musulman qui est né, qui a grandi, qui a été élevé en Corse, hein, qui, somme toute, peut correspondre au profil emblématique de ce que les autonomistes de gauche appellent la communauté de destin, une sorte de fantasme intégratoire, mais qui correspond finalement à l'universalisme républicain que d'aucuns peuvent connaître en France. Eh bien, tel attentat d'un arabo-musulman qui a vécu, qui a grandi, qui est né en Corse, contre 2 surveillants corses, à coups de 30 coups de couteau et au cri d'Allah Akbar, m'a évidemment poussé à comprendre que cet enjeu civilisationnel, cette confrontation historique qui est tout à fait palpable et visible aujourd'hui, comme elle a été à d'autres époques, entre la civilisation européenne et la civilisation arabo-musulmane, eh bien, devait constituer un angle d'expression tout à fait essentiel au sein même du nationalisme corse. Et je crois que c'est la grande motivation qui aujourd'hui guide le palatinisme, mon action globale, mais il est vrai aussi le propos du livre. Oui. Alors revenons sur cette notion de palatinisme, hein, le mouvement que vous avez créé, et vous êtes en train d'expliquer pourquoi vous avez basculé dans la politique, parce que cette voix n'était pas entendue, n'avait pas droit de citer en Corse, on ne pouvait pas parler, on le verra également plus tard, hein, lors de l'assassinat atroce d'Ivan Colonna, il est interdit d'évoquer la question islamique, hein, et la question de l'islamisme. Hein. C'est la raison pour laquelle vous avez basculé, sauf erreur de ma part, hein, dans le combat culturel. Hein. Absolument. Vous savez, depuis la jeunesse du nationalisme corse moderne, c'est-à-dire des années 60 et 70, cohabitent 2 grandes tendances, si j'ose dire. Une tendance qui est plutôt progressiste, voire révolutionnaire, et qui, somme toute, se sert de la revendication corse pour s'opposer à l'État central, et une autre tendance qui, elle, est purement ethno-identitaire, et qui souhaite tout simplement défendre ce que tout nationalisme est censé défendre, c'est-à-dire un héritage historique et la continuité, le droit à la continuité historique d'une communauté sur la terre de ses ancêtres. Les années 70 ont permis ce genre de fusion, ce genre d'hybridation, en ce que globalement le nationalisme corse maintenait une somme tout à fait conséquente de revendications identitaires, la corcisation des emplois, la défense de la langue corse, et enrobait tout cela, si j'ose dire, d'une phraséologie, d'une sémantique et d'un narratif anticolonial qui lui a permis d'être respectable, d'être fréquentable, somme toute, vis-à-vis d'une partie de l'élite parisienne. Ce qui peut sembler tout à fait paradoxal pour un mouvement qui entendait s'opposer globalement à ce qu'il appelait le colonialisme français et à la France. Mais les évolutions et le glissement idéologique de la gauche, que nous connaissons depuis une dizaine d'années, en particulier depuis une demi-décennie en Europe,
Et l'émergence de ce qu'on a coutume d'appeler le wokisme, eh bien, rend tout à fait inopérante cette hybridation, en ce que dans le nationalisme corse, des gens qui sont profondément identitaires, encore une fois, qui sont réellement nationalistes, et dont la boussole politique consiste simplement à établir une base programmatique guidée par la volonté de défendre les intérêts de leur peuple et de leur identité, ne peuvent certainement pas accepter un certain nombre de revendications woke, telles que la théorie du genre ou telles que l'écriture inclusive, et j'en passe, et tout leur corpus revendicatif qui aujourd'hui compose les idées de la déconstruction. Et par conséquent, la question démographique va de pair avec cette impossibilité aujourd'hui de cohabitation entre ces deux grandes tendances historiques qui ont façonné le nationalisme corse ces 50 dernières années. Et tous ces débats qui étaient menés en interne, notamment par un certain nombre de militants ou de cadres qui ont poussé durant des années les tenants de l'autonomisme et de l'indépendantisme à s'emparer de la question démographique en provenance du monde arabo-musulman, eh bien tout ceci est désormais sur la table devant l'opinion. Et oui, c'est vrai, c'est ce qui représente un moteur certain et qui donne toute la pertinence au combat culturel et idéologique que nous menons. Alors vous levez, et vous en parlez fréquemment dans le Sursaut Corse, ce que vous appelez la dissonance politique. Vous êtes en train d'expliquer un logiciel, vous parlez d'un logiciel tiers-mondiste, qui est encore celui de Simeoni. Je rappelle à nos auditeurs que donc le président de la collectivité corse était prêt à accueillir l'océan Viking, c'est-à-dire des migrants en Corse, pour vous dire à quel point il a également parrainé, vous le rappelez dans le bouquin, il a parrainé Jadot et Mélenchon, et la dissonance, elle est là. C'est que si Marine Le Pen, et vous le rappelez ça aussi, si Marine Le Pen n'avait été candidate qu'en Corse, elle serait aujourd'hui présidente de la France. Absolument, en ce que la réalité sociologique et électorale de la Corse est une réalité périphérique et rurale, empreinte également de ce qui n'existe aujourd'hui quasiment plus en France, d'un catholicisme culturel et populaire extrêmement présent. Ce qui d'ailleurs explique le résultat d'Éric Zemmour au premier tour, qui a quand même réalisé le double de son score national. Et en effet, je parle de dissonance en ce que les Corses, lorsqu'ils votent nationalistes à l'échelle locale et au niveau territorial, ne votent pas nécessairement pour la question institutionnelle, ne votent pas nécessairement pour l'autonomie, encore moins pour l'indépendance. Ils votent pour le discours qui procède d'une affirmation identitaire. Et leur affirmation identitaire de Corse ne s'oppose apparemment pas, si l'on en croit les différents résultats des scrutins électoraux, ne s'oppose pas à une volonté aussi d'affirmation identitaire au niveau national. En ce que 70% de l'électorat en Corse se positionne au niveau des territoriales en faveur de listes nationalistes corse, et 60% de l'électorat se positionne au niveau des présidentielles pour Marine Le Pen au second tour. Par conséquent, cela m'apparaît non pas comme une schizophrénie électorale, comme terme qu'utilisent très souvent des observateurs plutôt partisans, localement, qui évidemment ne veulent pas voir la réalité des choses en face. Cela m'apparaît tout simplement comme ce que d'ailleurs propose la base idéologique du palatinisme, comme une convergence entre une volonté d'enracinement local et une volonté d'opposition à la mondialisation au niveau national. Ouais. Mais cette schizophrénie, elle est idéologique, elle n'est pas électorale, parce qu'il y a aussi quelque chose de très important qui se déroule dans votre parcours, c'est que vous entrez en prison comme indépendantiste, je ne dis pas de bêtises, vous me contredisez si j'en dis une, et vous sortez, vous n'êtes plus indépendantiste quand vous sortez de prison. Alors certes, c'est un itinéraire qui est assez fréquent et qui correspond à des formes de maturation, mais ça va bien au-delà. Le sous-titre de votre livre est quand même très très explicite, c'est qu'il y a un danger de mort existentiel qui est un danger identitaire. Et j'étais toujours embarrassé, très proche de vos positions, résolument anti-jacobin, par une forme de mensonge corse. De mensonge corse, je m'explique, idéologique vis-à-vis de la France. On fait comme s'il n'y avait pas d'histoire commune depuis 250 ans. Je ne parle pas d'histoire millénaire, c'est votre sujet. Mais vous le levez aussi, ce mensonge. Et il me semble que les Corses, c'est pour ça qu'il n'y a pas de schizophrénie. Ils votent Zemmour et Marine Le Pen, et ils votent Simeoni, les autonomistes, ce qui est normal. Ils réclament de l'autonomie. Absolument. Ils votent nationalistes au présidentiel et nationalistes au territorial. Alors, avec la volonté qui n'était pas assouvie, si j'ose dire, en termes de propositions conceptuelles, mais la volonté qu'a l'opinion publique en Corse, eh bien, d'avoir une offre qui permet précisément cette jonction
entre une volonté d'enracinement local et une volonté, je dirais, d'opposition aux élites mondialisées au niveau national. Et c'est précisément tout ce que nous proposons. Mais pour revenir sur votre propos vis-à-vis de mon parcours, oui, absolument, je valide tout à fait ce que vous disiez. C'est précisément ce que je qualifie et ce que j'appelle, seulement moi, mais enfin, ce que j'identifie comme étant le tiers-mondisme corse. C'est ce mensonge et cette erreur tout à fait dramatique et originelle de la proposition nationaliste en Corse de ces 50 dernières années, c'est de considérer que les Corses sont décolonisés et que leur histoire s'inscrit globalement dans ce qu'on appelle le Sud, ou ce qu'on appelle précisément le Sud global, ce qui est une aberration d'un point de vue historique, parce que vous savez que ne serait-ce que par rapport à la question coloniale, les Corses, alors qu'ils ne représentaient en 1934, selon un ouvrage tout à fait fascinant d'un auteur qui s'appelait Maria Marchetti, qui était un Corse et qui s'était intéressé à la question dans les années 50. Selon Maria Marchetti, en 1934, c'est-à-dire l'époque de l'apogée de l'aventure coloniale française, les Corses ne représentaient que 0,7% de la population globale française et dans le même temps représentaient jusqu'à 25% des effectifs de l'administration coloniale. Mon propre grand-père a été durant 15 ans un sous-officier de la coloniale. La moitié des familles de mon village et de mon canton ont un sous-officier ou un officier de la coloniale dans leur histoire généalogique. Et je pense que c'est quelque chose de tout à fait représentatif des familles rurales en Corse. Par conséquent, évidemment, les Corses non seulement ne sont pas décolonisés, mais ont été, au-delà de ça, de profonds colonisateurs privés de leur empire colonial dans les années 60 et 70, ce qui a poussé un certain nombre d'entre eux, par rancœur vis-à-vis de cette France qui avait tourné le dos à ce qu'ils estimaient être une idée de la grandeur française qui profitait aux Corses depuis l'annexion, depuis Napoléon, ou en tout cas depuis le début de l'Empire et la colonisation de l'Algérie en 1830, eh bien, tout ceci a suscité une profonde rancœur d'un certain nombre de gens qui d'ailleurs venaient des rangs d'Algérie française et qui se sont investis massivement dans le nationalisme corse encore une fois, par dégoût vis-à-vis d'une France pour laquelle ils s'étaient battus et qui, selon eux, les avait abandonnés et avaient abandonné leurs intérêts. Et se sont croisés, si j'ose dire, avec ces jeunes romantiques formés au maoïsme et au marxisme dans les universités continentales. Et j'en parle en effet, je parle de cette hybridation fort peu compréhensible aujourd'hui par un certain nombre d'observateurs, mais qui caractérise le nationalisme corse. Mais c'est précisément cette erreur originelle d'inscrire les Corses et leur histoire dans le tiers-monde qui pousse aujourd'hui un certain nombre, sinon la quasi-totalité des élites de l'autonomisme comme de l'indépendantisme, c'est-à-dire globalement du nationalisme corse, eh bien à frayer avec la gauche française qui est aujourd'hui sur le même narratif. Un nationalisme corse anticolonial converge nécessairement avec une gauche française qui, elle, est décoloniale. Et c'est précisément toute la différence fondamentale que nous apportons dans le nationalisme corse, c'est que nous restaurons l'histoire et l'identité des Corses au sein de leur espace réel et naturel, c'est-à-dire la civilisation occidentale. Ouais. Il n'empêche, mais vous le rappelez, que ce tiers-mondisme a quand même joué son rôle, puisque vous en êtes l'exemple typique. Il a permis de politiser une jeunesse. Et il avait un autre mérite, vous le rappelez également, ce sont les vérités, c'est l'histoire à l'endroit, comme dirait Bernard Lugan, qui est votre livre. Vous rappelez que le premier mouvement nationaliste d'ampleur, dans l'entre-deux-guerres, avait fait des choix, qui étaient des choix en partie, étonnamment, de l'action française, en tout cas au départ, sauf évidemment, il ne communiait pas dans l'amour de Louis XV, qui a annexé la Corse, mais il n'empêche, anti-parlementarisme, avec un petit fond presque de monarchisme, et ça va d'une dérive vers le fascisme. Et ça, il a fallu, après-guerre, vous le rappelez très clairement, il a fallu, en quelque sorte, le blanchir, c'était pour rendre respectable le mouvement nationaliste. Ça aussi, absolument. Beaucoup. Oui, absolument. Et vous savez, c'est quelque chose qui est commun aux ethno-nationalismes, c'est-à-dire au nationalisme des petites communautés ethniques qui peuvent composer la France, telles que les Bretons, les Alsaciens ou encore les Catalans. La plupart de ces nationalismes-là, mais y compris le nationalisme basque, qui aujourd'hui est, je dirais, la pointe avancée de ces revendications ethno-culturelles teintées de marxisme, et même je dirais même que le nationalisme basque, sous influence de ce qu'il est dans le Sud, aujourd'hui est très clairement impliqué et s'insère dans l'univers woke. Il parle clairement de théorie du genre, sans problème, il parle de tout ça, bref. Mais tout ceci, en effet, est lié à ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire à une disqualification de ces nationalismes-là
en ce qu'ils ont clairement pris le parti pour le Troisième Reich et pour le fascisme, ou bien le fascisme italien pour ce qui concerne la Corse, évidemment, de par nos proximités culturelles et géographiques, ou bien pour le nazisme pour ce qui concerne un certain nombre de militants bretons ou de militants alsaciens. Et la permanence de la revendication et du sentiment culturel et ethnique après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, c'est recyclé en quelque sorte à travers, en effet, ce qui à l'époque était tout à fait respectable et dans l'air du temps, c'est-à-dire le tiers-mondisme et la revendication anticolonialiste. Il est presque 9 heures, je vais vous couper, messieurs, pour laisser place au bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et François Bousquet, je vous redonne la parole pour poursuivre cet entretien avec Nicolas Battini, qui, je le rappelle, est militant autonomiste corse, président de Palatinou, et qui récemment nous offre un essai politique, Le Sursaut Corse. Oui, en librairie à partir d'aujourd'hui. Nicolas Battini, nous avons évoqué assez longuement le passé. Parlons du présent et parlons de Palatinou, ou NU, vous allez me corriger, que vient d'évoquer Liselotte. C'est une association culturelle que vous avez créée en 2021 et qui a pris beaucoup plus d'ampleur en 2022 quand vous avez quitté vos fonctions politiques après l'assassinat d'Ivan Colonna. Alors qu'est-ce que c'est que cette association culturelle? Première question. Et deuxième question, c'était jusqu'à présent de la métapolitique, du combat culturel, mais il se trouve qu'en avril de cette année, vous avez créé un parti politique. Donc c'est ma seconde question. Est-ce que ce combat culturel a vocation à intervenir dans le champ politique corse? Alors absolument, oui. Paladino a été une organisation à vocation culturelle, et elle est toujours d'ailleurs, qui devait nous permettre, lors de nos logiques internes, si j'ose dire, avant cette grande rupture de 2022, à l'occasion de différents profonds qui nous ont opposés au président Simeoni, sur le discours à développer concernant l'horrible assassinat dont a été victime Ivan Colonna par un islamiste. Je précise toujours la chose, en ce que mes contradicteurs en Corse tendent à le cacher, si j'ose dire, ne jamais l'évoquer, alors que c'est précisément, je crois, la question centrale du problème. Pour revenir à Paladine, c'était une organisation qui avait vocation, lors de nos logiques de débats internes, à nous permettre d'obtenir une marge de liberté en termes d'expression et de proposition beaucoup plus large que celle dont nous disposions dans le cadre de nos fonctions au sein du parti majoritaire autonomiste dont nous venons. Vous savez, j'étais un attaché parlementaire, j'étais aussi responsable du Polydé, qui avait vocation précisément à organiser ces débats-là, d'où ma démission d'ailleurs, parce que dès lors que le président Simeoni, lors de l'assassinat d'Ivan Colonna en mars 2022, a expressément interdit en interne d'évoquer publiquement la question de l'islamisme, et même aller sur les plateaux de télé en Corse pour dire qu'il n'y avait pas de problème entre les nationalistes corses et les islamistes radicaux, et qu'il ne fallait pas, je le cite, se tromper de débat. Donc quelque chose qui m'est apparu comme tout à fait insupportable, de par mon parcours, de par ce que j'avais vécu, mais aussi de par la simple constatation de la réalité de notre époque et des faits. Nous sommes, à la suite de cette démission, nous avons utilisé évidemment Paladine pour organiser publiquement des débats qui étaient auparavant, je dirais, restreints à une forme de confidentialité militante. Et c'est précisément ce qui a changé la donne, en ce que la démocratisation et la visibilisation de ces débats au sein du débat public, précisément, de la vie publique en Corse, eh bien, a entraîné une massification de nos effectifs. Vous savez, nous sommes partis à une dizaine ou une quinzaine de militants. Aujourd'hui, nous nous retrouvons quasiment à 1 millier d'adhérents. Pour éclairer le regard de nos auditeurs, 1000 adhérents, un peu plus de 1000 adhérents, c'est ce que représente aujourd'hui le parti majoritaire en Corse, qui dispose de la moitié des députés, d'un sénateur sur 2, de dizaines d'élus territoriaux, municipaux, de pléthore de maires. Par conséquent, dans le champ politique local, le phénomène de Paladine est quelque chose de tout à fait fulgurant et salué d'ailleurs par la plupart des observateurs de la vie publique. Oui. Mais alors c'est quoi, alors, avant d'aborder le chapitre politique, la transformation partielle, pas totale, de votre mouvement en parti politique, de l'association culturelle, c'est quoi le palatinisme? En quoi ça consiste? Le palatinisme consiste essentiellement à développer
une doctrine nationaliste en Corse qui rompt en effet avec l'indépendantisme que nous considérons comme hors de propos en ce qu'il est irréalisable, mais aussi crée des zones de tension et de divergence au sein même de la civilisation occidentale qui aujourd'hui, de la civilisation européenne, je préfère ce terme, il est beaucoup plus précis, mais enfin peut-être l'évoquerons-nous, qui aujourd'hui a vocation à converger précisément dans ce grand contexte mondial de conflit de civilisation qu'annonçait Huntington et auquel j'adhère tout à fait. Par conséquent, le palatinisme entend élaborer un nationalisme corse qui s'établit sur une base modérée d'un point de vue des revendications institutionnelles et qui est donc autonomiste et qui rétablit l'histoire et l'identité des Corses, non pas dans ce narratif complètement délirant et erroné d'un point de vue de l'histoire, qu'est le tiers-mondisme, qui propose une vision des Corses et de leur histoire au sein du tiers-monde. Nous rétablissons cette identité, cette histoire, au sein de son bassin naturel et réel, qu'est la civilisation européenne. Et évidemment, de cette divergence originelle, si j'ose dire, de cette divergence de postulats avec les autres nationalistes corses, découle une stratégie tout à fait différente et des modalités d'action profondément contraires. J'en prends pour exemple les volontés que nous avons d'établir, et en tout cas nous l'avons déjà fait et de façon tout à fait concrète, et nous allons continuer en ce sens, que nous avons voulu établir entre notre proposition politique et des propositions politiques et des démarches nationales, telles que Reconquête, qui aujourd'hui en effet est une possibilité pour nous en ce que Reconquête rompt très clairement avec la tradition jacobine de la droite française depuis la Seconde Guerre mondiale, en tout cas d'une des droites françaises. En effet, il existe d'autres droites, mais qui n'avaient pas la même visibilité, chose que nous ne pouvons pas faire avec le Rassemblement national, chose que je déplore par ailleurs, même si je ne l'évoque pas tant que cela dans le livre, mais c'est un propos que je vous livre en ce qu'il me tient à cœur. Nous sommes profondément populistes. Nous partageons la même vision qui est développée par le RN en la matière, entre une opposition de fait, d'intérêt, entre des classes populaires et une élite qui vit entre deux aéroports et qui est totalement mondialisée. Mais il est vrai que la non prise en compte par le Rassemblement national, des réalités autochtones, des réalités ethnoculturelles qui, par ailleurs, forment la réelle richesse, la réelle diversité de l'histoire et de la culture française, en effet, ne nous permettent pas de converger sur ce point qui est tout à fait essentiel et fondamental. Ce qui n'est pas le cas, en effet, avec Reconquête, en particulier avec Marion Maréchal, qui a pu s'exprimer de façon tout à fait publique à ce sujet, mais également d'Éric Zemmour, qui a tenu le même genre de discours il y a quelques jours à Ajaccio. Voilà globalement ce qu'est le palatinisme, et pour finir, et pour répondre de façon concise et précise à la question que vous m'avez posée, c'est somme toute cette structuration, l'établissement de ce à quoi aspire l'opinion en Corse, et que nous avons évoqué précisément précédemment, entre une revendication d'enracinement local et une possibilité de déboucher de convergence au niveau national et européen avec tous ceux qui veulent défendre la civilisation européenne. Et alors, mais c'est vraiment la deuxième question que je vous posais. Donc, la création, la constitution d'un mouvement politique en avril de cette année, est-ce que votre association a vocation à être en quelque sorte pas l'antenne locale, non, une Reconquête corse, et à s'imposer dans le champ électoral, une déclinaison locale, certainement pas. Un mouvement qui s'inscrit dans les mêmes zones philosophiques, si j'ose dire, et culturelles, absolument, encore une fois, nous avons une dimension que n'a pas Reconquête en Corse et qui nous permet cette implantation et qui rend cette dernière tout à fait naturelle. C'est aussi notre logiciel populiste. Et voyez-vous, on nous dit souvent, j'avais la même discussion avec un journaliste de Corse Matin il y a peu, qui en effet nous considérait comme étant aujourd'hui l'expression corse, si j'ose dire, du phénomène que peut incarner Reconquête au niveau national. J'insérais une nuance dans son propos, c'est-à-dire que nous sommes un peu de Zemmour, nous sommes aussi un peu de Le Pen, et finalement nous nous inscrivons bien plus globalement et réellement dans ce que peut représenter un Trump aux États-Unis, c'est-à-dire une logique identitaire et anti-woke et civilisationnelle affirmée, mais également une identité populiste qui nous permet la massification qui est la nôtre aujourd'hui en termes d'effectifs, sache qu'en termes d'adhérents,
la formation politique que nous avons créée à partir de Paladino et qui va opérer comme une sorte de seconde jambe. À Paladino, la lutte culturelle et métapolitique, et à Moussa Baladine, la lutte électorale et partisane, eh bien aujourd'hui a atteint la moitié des effectifs de la majorité, du parti de la majorité territoriale. Donc il y a une véritable dynamique en seulement 2 mois. Et en effet, notre volonté est d'imposer dans le champ électoral, à travers Moussa Baladine, ce que nous avons imposé de thématiques dans le champ du débat public à travers Paladine. C'est frappant hein, que vous êtes à cheval entre les deux dans le livre, même si vous vous revendiquez plus comme conservateur dans le livre, hein, ce qui me surprend que populiste. Hein. Vous avez une dimension sociale hein, qui est un peu l'angle mort du zémourisme politique. Hein. Question quand même sur le rapprochement que vous avez opéré, en particulier avec Marion Maréchal Le Pen, qui vous a offert les deux patries de Jean de Vigry, qui montrent très bien qu'il y a deux conceptions de la patrie. Il y a la vôtre, la nôtre, la mienne, hein, et puis il y a celle abstraite, universaliste, jacobine, hein, quand même va se poser cet immense problème du jacobinisme que je pense que, il me semble que vous sous-estimez aujourd'hui. Certes, il y a une priorité civilisationnelle, il y a une priorité migratoire, démographique, de survie pour nos peuples, hein, mais vous allez vous heurter à ce mur hein, du jacobinisme. Même si les Zemmouriens ont rétropédalé sur le sujet, parce que Zemmour est quand même assez bonapartiste au départ. Absolument. Mais vous savez, je crois en 2 choses. Premièrement, en notre capacité de travail et de pédagogie, et c'est tout le sens finalement d'une véritable action politique. Et deuxièmement aussi, je crois en l'air du temps. Je pense qu'il existe de grands mécanismes dans l'histoire et qui poussent à un certain nombre de recompositions au-delà des individualités et des prises de conscience des uns des autres. Ou peut-être même que les prises de conscience des uns et des autres et les réformes d'individualité qui composent la vie politique, eh bien, obéissent précisément à cette grande mécanique qui meut les forces politiques en présence dans le monde. Mais en effet, vous avez raison. Nous nous heurtons déjà à une vision étriquée au sein de certaines droites du souverainisme, de l'étatisme et du jacobinisme qui, paradoxalement, historiquement, eh bien, a permis le désenracinement des populations françaises et aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits, l'émergence du wokisme ou de l'islamisme, notamment par le biais de conversions qui sont de plus en plus importantes, mais qui sont dues à une réalité de désenracinement qu'a provoqué également, il faut bien le dire, sinon pas essentiellement, mais en partie, le jacobinisme d'État qui est la règle en France depuis la Troisième République. Et lorsque je parle de jacobinisme, évidemment, je n'évoque pas seulement le centralisme institutionnel qui, pour moi, n'est pas peut-être la dimension la plus grave du jacobinisme. Je parle évidemment de cette volonté de considérer à égalité tous les citoyens devant l'État sans prendre en compte ce qu'on appelait autrefois les corps intermédiaires et les réalités communautaires et l'héritage de l'histoire. Oui. Alors ça, pour cette question du jacobinisme également et de l'assimilation, paradoxalement, est-ce que le mouvement autonomiste corse, aujourd'hui au pouvoir, hein, qui contrôle la collectivité corse, hein, n'est pas assimilationniste hein. Vous évoquiez la question de la communauté de destin. La communauté de destin, au fond, les choses ne sont jamais aussi tranchées dans la réalité, bien sûr, entre le droit du sang et le droit du sol. Hein. Mais c'est quand même la prime hein, au droit du sol, hein, exclusivement au droit du sol. Je m'explique. Hein. Si vous êtes arabo-musulman né en Corse, vous êtes corse. Hein. Absolument. Vous savez, c'est ce qui est fascinant. La Corse est un microcosme politique à part entière. Et cela est évidemment dû à une réalité ethnoculturelle qui lui est propre et qui induit des positionnements et des univers différents par rapport à ce qu'on peut voir et constater dans le reste de la France. Et se pose en Corse entre les nationalistes palatiniens, si j'ose dire, qui aujourd'hui, encore une fois, occupent de façon tout à fait considérable le débat public depuis 1 an, et de façon fulgurante, et les nationalistes tiers-mondistes, eh bien, est précisément le même genre de débat, qui peut opposer un certain nombre de droites identitaires avec l'universalisme, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche. Et donc, je dis l'universalisme, l'assimilationnisme, je pense, est un terme qui est infiniment plus précis et parlant. Vous avez raison, en effet, c'est le même genre de débat qui s'organise désormais au sein du nationalisme corse, mais ce qui donne, encore une fois, toute sa pertinence à la démarche que nous menons. Le président Simeone, en effet, considère que la question de l'ethnicité n'est pas un facteur pertinent pour définir les Corses. Somme toute, n'est ni plus ni moins qu'un républicain jacobin, mais décliné localement. Ouais. Donc c'est tout à fait fascinant d'appréhender ce qui se passe aujourd'hui en Corse et dans le nationalisme à travers ce prisme-là.
Oui. Sur la comparaison Zemmour et la Corse, hein, il y a quand même un échec relatif de la ligne zemmourienne, qui était la ligne identitaire, le chaînon manquant. Aujourd'hui, c'est l'identité. Beaucoup y ont cru, j'y ai cru, hein, mais à la fin des fins, le match a été arbitré en faveur de Marine Le Pen, hein, et d'une grille de lecture qui était plus sociale que identitaire. Hein. Oui, mais je pense que nous serions tout à fait avisés je dirais, de faire preuve de patience en la matière, parce que les grands mouvements de l'histoire ne peuvent pas s'analyser sur quelques années. Je pense que le grand mérite historique d'Éric Zemmour a été de donner une visibilité électorale à une pensée, en effet, qui est une pensée identitaire, et à permettre de réinsérer dans le débat public, de revivifier un certain nombre de thématiques et de revendications, mais qui auront vocation, je pense, à s'établir durablement dans les 20 et 30 prochaines années. Et au-delà de la simple personnalité tout à fait admirable d'Éric Zemmour, qui est notre ami, hein, et qui a toute notre bienveillance, au-delà du fait que nos démarches politiques soient totalement différenciées, mais tout en ayant une logique de convergence sur des points essentiels, je pense que cela se jouera en effet sur la durée, sur la génération qui vient. D'un point de vue conjoncturel, Marine Le Pen est à la tête d'une force politique qui est tout à fait enracinée, qui dispose de cadres nombreux, qui ont une expérience du terrain, qui dispose aussi d'une marque patronymique, si j'ose dire, et qui lui a apporté une plus-value essentielle. Mais au-delà de ça, je pense que la clé de la victoire de Marine Le Pen concernant cette opposition, ce match, si j'ose dire, que vous avez évoqué, mais aussi, je crois, ce qui lui permettra d'accéder au pouvoir dans les années qui viennent, c'est précisément qu'elle a compris le caractère tout à fait indispensable de l'expression populiste, qui correspond bien aux grands antagonismes de notre époque. Et je pense que la revendication identitaire, et même, somme toute, une vision conservatrice, qui est la mienne, hein, de la société, sur la base de la volonté de défendre un socle et un héritage culturel européen et chrétien, doit nécessairement se doter de cette ligne-là, de la ligne populiste. Je pense, encore une fois, que c'est ce qu'a démontré Donald Trump aux États-Unis. Messieurs, on va finir notre entretien sur ces mots. Merci beaucoup Nicolas Battini d'avoir été parmi nous et merci à vous François Bousquet d'avoir mené cet entretien. Chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à vous procurer ce livre et surtout à vous rendre à la dédicace donc de Nicolas Battini. Rappelez-nous François Bousquet, où est-ce que la dédicace aura lieu? Alors, ce samedi 18 mai, de 15h à 18h, à la Nouvelle Librairie, au 11 rue de Médicis, Nicolas Battini sera là pour dédicacer le Sursaut Corse. Et ben voilà, Merci à lui. nous avons tous rendez-vous. Merci à tous les deux et à très bientôt.